Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Je suis Adam Berada, agent des relations publiques à la SSF et je serai ravi d'être votre hôte pour l'heure qui suit. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de nous rejoindre dans nos webinaires, excusez-moi pour la redite, mais il y aura peut-être de nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Et donc là, je me permettrai de vous dire quelques mots à propos de la SSF, comme on l'appelle entre nous. Donc, la Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux qui œuvrent à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de notifier que la Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Nos objectifs en promouvant ces webinaires donc est triple. Premièrement, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Et donc aujourd'hui, nous accueillons le panéliste donc, du GrefOps. Donc, excusez-moi, il y a des notifications qui surgissent comme ça, ici et là. Donc, M. Sébastien Savard, qui est professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et membre fondateur du GrefOps, et Mme José Benoît, donc, qui est associée principale de recherche. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir le parcours donc, de nos panélistes. Donc, M. Sébastien Savard est professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa et il est également l'un des membres fondateurs et l'actuel co-responsable du GrefOps. Ses recherches s'intéressent au recrutement et à la rétention du personnel bilingue en milieu francophone minoritaire, ainsi qu'aux besoins des enfants francophones minoritaires en matière de services sociaux et de santé. Il s'intéresse également à l'implantation d'initiatives visant l'amélioration des services en français, au soutien aux gestionnaires désirant améliorer l'offre de services en français, ainsi qu'à la formation à l'offre active de services en français. Madame José Benoît, quant à elle, est associée principale de recherche du GrefOps depuis 2011. Elle coordonne les divers projets du GrefOps et supervise les assistants de recherche. Elle a contribué, entre autres, à la rédaction de lignes directrices pour la formation à l'offre active, à la création de programmes de formation auprès des futurs professionnels et ainsi qu'un programme de formation en ligne sur l'enseignement de l'offre active. Elle a également aidé à la création du trousse virtuel pour améliorer l'offre active des services de santé intégrés, aussi à l'évaluation et la révision d'un outil d'auto-évaluation des ressources organisationnelles et communautaires et à l'organisation de séminaires et de colloques. Elle a une solide connaissance des communautés francophones en situation minoritaire et de l'offre active dans les champs des services sociaux et de santé. Avec des parcours comme ceux qu'on vient d'énoncer, je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions à la fin de la séance pour nos deux invités. Mmh. Donc, un peu de logistique avant d'aller plus loin. Donc, nos participants sont sur Sourdine automatiquement, mais vous pouvez quand même, donc, pendant la présentation de nos invités, interagir avec la boîte donc, Q&A, donc questions-réponses, ou avec la boîte de conversation de chat. Il y aura un sondage interactif qui sera lancé. Donc aussi, donc merci de prendre le temps donc d'y répondre. Enfin, donc je vous annonce que ce webinaire sera disponible sur le site de la Société Santé en français. L'enregistrement sera disponible normalement 1 à 2 semaines après qu'il soit terminé. Madame, Monsieur, j'arrête ma présentation et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Alors merci, merci beaucoup Adam pour ton introduction. Merci à tout le monde pour votre présence à ce webinaire d'aujourd'hui. Comme le disait tout à l'heure notre hôte, je suis Sébastien Savard, je suis professeur à l'École de travail social et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche que nous avons réalisée il y a quelques années sur l'implantation de mesures d'offre active en milieu de faible densité francophone. Alors, finalement, lors de cette présentation, on va vous parler un peu des résultats d'une recherche que nous avons réalisée qui découle sur l'implantation, finalement, de nouvelles initiatives qui visaient à améliorer l'offre de services en français dans des communautés où la francophonie se retrouvait en très faible densité.
Cette recherche, finalement, découlait de recherches précédentes qui avaient été réalisées beaucoup sur les enjeux, les défis de l'accès aux services en français dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et dans le cadre de ces recherches-là, nous avions eu l'opportunité de rencontrer un certain nombre de gestionnaires d'établissements de santé, de services sociaux qui offraient des services en français, mais uniquement de façon pour les francophones en situation minoritaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le gros de leur clientèle était quand même des anglophones majoritaires. Alors, dans le cadre de ces rencontres avec les gestionnaires, ce qu'on a constaté, c'est que plusieurs nous mentionnaient avoir un certain intérêt quand même à mettre en place des mesures pour améliorer l'accès aux services en français, mais que souvent, ils considéraient ça, ils étaient un petit peu, je dirais, impressionnés, un peu, ils se sentaient un peu intimidés par la lourdeur de la tâche. Ils avaient l'impression de ne pas savoir exactement par où commencer pour savoir, pour implanter justement, là, ils se sentaient démunis face à ce mandat d'améliorer l'offre d'accès et l'accès aux services en français pour leur communauté francophone de leur communauté. Donc, c'est ça. Là, et aussi, ben, évidemment, ce qu'on avait constaté, c'était que c'était rarement une priorité pour leur organisation d'offrir, d'améliorer les services en français parce qu'ils avaient déjà les mains pleines à essayer de répondre aux besoins en matière d'accès à des services de santé, de services sociaux pour pour la grande majorité, la majorité anglophone, mais que même lorsqu'ils voulaient le faire, même lorsque l'intérêt ou qu'ils sentaient une pression, parce qu'il y a aussi souvent des pressions pour améliorer l'offre de services en français, bien, ils se sentaient démunis face à ce mandat-là. Alors, c'est pour cette raison-là, finalement, que nous, le GREFOPS, on a décidé de de donner une orientation à nos prochaines recherches, à nos prochains travaux qui visaient finalement à outiller les gestionnaires désireux d'offrir finalement, d'améliorer l'offre de services sociaux et de santé en français pour leur communauté francophone. Alors, on s'est donné comme mandat de soutenir et d'appuyer ces gestionnaires qui avaient cette volonté et cet intérêt pour améliorer l'offre de services de santé et de services sociaux pour leur communauté francophone. Alors, deux outils principaux ont été développés à cet égard. Le premier, c'est un outil d'auto-évaluation qui permettait aux gestionnaires de connaître, finalement, de faire un diagnostic organisationnel qui mettait en valeur, finalement, qui surlignait les forces de l'organisation pour améliorer l'offre de services de santé et de services sociaux aux francophones de leur communauté, mais également les limites. Alors, c'est une espèce vraiment de portrait de diagnostic à l'aide de différentes questions qui abordaient différentes dimensions de leur organisation, mais également de leur environnement. À l'aide de cet outil-là, les gestionnaires en arrivaient à avoir vraiment un portrait assez fidèle de d'où est-ce qu'ils partaient pour améliorer l'offre de services en français à leur communauté. Le deuxième outil, c'est un répertoire de pratiques innovantes en matière d'offres de services sociaux et de services de santé qui a été développé justement en partenariat avec la Société Santé en français, qui ont fait un appel finalement à l'ensemble de leurs membres qui leur ont demandé, avez-vous des pratiques innovantes que vous avez vu observer dans votre communauté qui a vraiment permis une certaine forme d'amélioration de l'offre de services sociaux et de services de santé dans vos communautés. Et nous, on a finalement, on a également identifié de notre côté des pratiques qu'on avait identifiées dans la réalisation de nos différentes recherches. Donc, nos efforts finalement communs de la Société Santé en français et de nous, nous a permis d'en arriver à un répertoire de pratiques où est-ce que desquelles les gestionnaires intéressés à améliorer l'offre de services sociaux et de services de santé à leur communauté francophone pouvaient s'inspirer pour justement mettre en place de nouvelles initiatives dans leur propre organisation. Maintenant, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'expérience vécue en 2020-2021 par trois organisations qui ont participé au projet et qui évoluaient dans trois provinces canadiennes différentes. Puis de leur côté, ils ont établi des plans d'action puis ont implanté différentes initiatives pour améliorer les services aux francophones de leur région. Donc, parmi les trois organisations, il y avait un hôpital communautaire au Manitoba,
un centre communautaire en Ontario, puis aussi un réseau de santé du Nouveau-Brunswick. Maintenant, il y a deux de ces organisations-là, donc l'hôpital du Manitoba et le Centre communautaire de l'Ontario, qui ont fait tout le processus en utilisant à la fois l'outil d'auto-évaluation et le répertoire de pratique. De leur côté, le réseau du Nouveau-Brunswick avait déjà amorcé leur propre démarche dans leur province là, pour améliorer les services en français. Donc, ils n'avaient pas utilisé nos outils, mais ils avaient quand même accepté de participer un peu à l'évolution du projet et à participer à des entretiens avec nous afin de partager leur propre expérience d'implantation et aussi les outils qu'eux ont développés de leur côté, qui ont pu par la suite être partagés avec les deux autres organisations participantes. Du point de vue méthodologique, finalement, nous avons la recherche est réalisée en deux phases. Et pour chacune des phases, on avait une phase qu'on pourrait dire de collecte de données et et une étape d'analyse des données. Pour la phase 1, finalement, c'est pour la partie identification des priorités. Donc, nous avions demandé, nous avons préalable à cette phase d'identification des priorités, nous avons demandé à un certain nombre de gestionnaires d'établissements de santé et de services sociaux, finalement dans trois provinces, d'utiliser notre outil finalement d'auto-évaluation dans l'optique, finalement, de le valider. On leur demandait, finalement, d'utiliser notre outil pour faire un diagnostic de leur propre organisation et après avoir, finalement, d'utiliser l'outil, nous avions rencontré ces gestionnaires-là, un certain nombre d'entre eux, pour leur demander des questions un peu sur avoir de la rétroaction sur l'outil, finalement, la facilité d'utilisation, la pertinence, son utilité, des trucs comme ça. Donc, nous avons réussi finalement à rejoindre autour de 25 organisations, 25 gestionnaires qui ont accepté d'utiliser l'outil et de participer à sa validation. Et nous avons demandé à ces 25, finalement, gestionnaires-là s'il y en avait parmi eux qui accepteraient de participer à une recherche, à une deuxième phase de la recherche, c'est-à-dire une phase dans laquelle, finalement, nous, comme équipe de recherche, le GREFOPS, finalement, s'engageait à les accompagner et à les soutenir dans leur volonté d'implanter dans leur propre organisation de nouvelles initiatives visant à améliorer l'offre de services sociaux et de santé en français dans leur organisation. Donc, dans la phase 1, finalement, ils ont utilisé l'outil d'auto-évaluation. Et après avoir utilisé l'outil d'auto-évaluation, dans lequel ils avaient finalement un diagnostic de leur organisationnel sur leurs forces et limites pour implanter de nouvelles ressources, de nouvelles initiatives visant l'amélioration des services en français. On a travaillé avec eux, on a travaillé avec eux et eux autres, ils ont travaillé également de façon séparée entre eux pour identifier, grâce à notre outil, quelles seraient finalement des actions à implanter, donc des priorités qui permettraient, des priorités d'action dans leur organisation qui permettraient l'amélioration finalement, des services en français dans leur communauté, dans leur organisation, mais qui, en même temps, respecteraient leur capacité organisationnelle. Donc, ce seraient des projets qui seraient aussi réalistes et réalisables à implanter dans leur milieu. Donc, une première phase, dans cette phase de collecte de données-là, où est-ce qu'on avait ils utilisaient finalement les portraits des forces et défis de leur organisation, finalement, grâce à l'outil d'auto-évaluation. Alors, nous avons donc étudié finalement ces portraits-là pour les aider à identifier des priorités. La deuxième phase, l'implantation, nous avons finalement rencontré régulièrement les porteurs de dossiers dans les organisations, dans les deux organisations, en Ontario et au Manitoba. Nous avons rencontré régulièrement pour faire un suivi de l'implantation. Nous leur avons également proposé différentes grilles qui pourraient s'utiliser pour appuyer et faire, je dirais, le monitoring de l'implantation de leurs différentes initiatives. Et nous avons également fait des entretiens semi-dirigés avec les gestionnaires à la fin du processus pour voir un peu finalement, quels sont finalement
les apprentissages, quel bilan font-ils de leur expérience d'implantation des différentes initiatives qu'ils avaient visées au moment de faire le diagnostic. Et également, on les a rencontrés 6 à 10 mois plus tard pour voir un peu où ils en étaient dans l'organisation avec l'implantation de ces différentes initiatives-là. Est-ce qu'ils étaient toujours en place? Est-ce ils entretenaient finalement, la même évaluation de leur expérience d'implantation 6 à 10 mois plus tard? Donc, c'est vraiment une analyse qualitative, thématique des différentes notes de rencontre et des transcriptions d'entretien que nous avons fait au moment, finalement, de faire et les rencontres de suivi périodiques et les rencontres, finalement, post-implantation qui nous ont permis de dégager les différents résultats que nous allons vous présenter à partir de maintenant. On est des chercheurs, on aime ça, des cadres théoriques, des cadres d'analyse, on santé fait pas. Euh, Bref, un cadre d'analyse nous permet d'organiser un peu les données, organiser les pensées. Bon, je ne passerai pas énormément de temps sur le cadre, mais je vais vous expliquer un peu brièvement. Euh, donc, à partir des entretiens et des notes qu'on a prises, comme expliquait Sébastien, on a examiné les enjeux et les éléments facilitateurs qui ont été rencontrés par les trois organisations à l'aide du modèle de l'efficacité de l'implantation de l'auteur qui s'appelle Sawang et ses collaborateurs, mais qu'on a adapté. Donc, brièvement, le modèle des auteurs est ce que vous voyez en vert bleu. C'est leur modèle original qui montre diverses composantes qui mènent à une implantation efficace. Donc, une implantation de nouvelles initiatives quelconques. Donc, comme première composante, je ne sais pas si je mets mon curseur, si vous le voyez à l'écran, là. Donc, on a la disponibilité des ressources financières. Donc, bon, s'il y a des gestionnaires parmi nous là, pendant le webinaire, je crois que vous comprenez l'importance du besoin de ressources financières pour toute nouveauté ou nouvelle initiative qu'on veut implanter. Ça prend habituellement des sous. L'autre composante, c'est l'importance du soutien de la haute direction qu'on peut voir juste en dessous. Donc, les auteurs indiquent de leur côté que si la haute direction de l'organisation est engagée dans le projet d'implantation ou dans l'initiative qu'ils veulent implanter, elle va être plus encline à s'investir dans l'implantation par la suite de politiques ou de pratiques au sein de l'organisation qui favoriseraient l'implantation. Donc, comme vous voyez, il y a des flèches qui mènent vers la prochaine composante, là, qui sont les politiques et les pratiques. Les politiques et les pratiques, à leur tour, pourraient influencer le climat de travail au sein de l'organisation, mais aussi le climat lié à l'implantation comme telle, ce qui veut dire la perception des employés ou des personnes impliquées de l'importance de l'innovation qui est implantée dans le milieu et leur engagement. À la suite de ça, un climat positif contribuerait effectivement à l'efficacité de l'implantation. Donc, en plus aussi de la disponibilité des ressources humaines que vous voyez dans la petite case plus haut, donc des ressources humaines qui sont nécessaires pour réaliser l'implantation comme telle, mais aussi ensuite appliquer la nouvelle pratique ou l'innovation qui est mise en place dans le milieu. Toutes ces composantes contribueraient ensuite à l'efficacité de l'innovation qui est implantée, mais aussi à une attitude positive de l'organisation ou bien des membres de l'organisation vers des changements futurs. Donc, on sait, selon la littérature, qu'au niveau des organisations, il y a souvent ce qu'on appelle une réticence au changement. Les gens sont bien dans leur routine, puis quand on apporte un changement, il y a une certaine réticence. Mais quand on a un processus d'implantation un peu plus structuré, et quand que toutes les composantes sont rencontrées, bien, il y a plus de chances d'avoir une attitude plus positive vers des changements futurs. Dans le cadre de notre projet à nous, on ne s'est pas rendu à examiner l'efficacité de l'innovation ni l'attitude vers les futurs changements. Donc, pour ça, il faudrait qu'on retourne, mettons, maintenant dans les trois milieux et voir ce qui se passe maintenant. Est-ce que les gens sont encore engagés? Est-ce qu'il y a encore une certaine motivation? Bien, ça ne faisait pas partie du projet initial.
Par contre, la contribution de l'équipe de recherche réside dans les premières étapes que vous pouvez voir en rose, mauve rose, au tout début du schéma, que nous, on a qualifié de pré-implantation. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'il y avait deux composantes qu'on trouvait hyper importantes à réaliser avant même d'implanter l'innovation, que dans notre cas, c'était des actions là, pour améliorer l'offre active. La première, c'est la sensibilisation des parties prenantes envers l'importance du changement à apporter. Donc, dans ce cas-ci, l'amélioration de l'offre active. Et aussi la création d'alliances avec des personnes clés. Hein, on va voir un peu plus tard, les gens vont nous dire comment c'est important de d'abord créer des liens avec des personnes importantes pour aider à l'implantation de l'innovation. Ensuite, la deuxième composante, c'est aussi de prendre le temps de faire une bonne évaluation des besoins de l'organisation au préalable. Donc, comme on le fait, comme on a accompagné les organisations avec l'outil d'auto-évaluation qu'on vous a présenté plus tôt. Au niveau des résultats, alors si on finalement on prend chacune de ces différentes dimensions-là, puis on regarde dans le cadre de notre propre recherche, comment ça s'est matérialisé, quelle observation qu'on peut faire au niveau du niveau de préparation et du respect finalement des organisations qui ont participé à notre recherche, de ces différents critères ou facteurs qui peuvent influencer la réussite ou l'échec là, d'une implantation. Ce qu'on a pu observer finalement, c'est que au niveau de la sensibilisation, de la création d'alliances, c'était finalement extrêmement important de le faire parce que dans les organisations, on mentionnait à quel point qu'on a étudié en Ontario, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Finalement, on nous a mentionné à quel point, au départ, il y avait une résistance assez importante à l'amélioration des services en français parce que les gens ne comprenaient pas exactement pourquoi c'est important d'améliorer l'accès aux services en français. Soit parce qu'ils nous disaient finalement que certaines personnes ne voyaient pas la nécessité ou la pertinence de s'intéresser plus spécifiquement à la situation des francophones dans leur communauté, étant donné que ce n'était pas toujours la communauté linguistique la plus importante, autre que la communauté anglophone, évidemment. Donc, ce n'était pas la minorité linguistique la plus imposante. Donc, pourquoi se préoccuper particulièrement des francophones en situation minoritaire? Et aussi, plusieurs partagent finalement, cette vieille idée, finalement, voulant que les francophones en situation minoritaire n'ont pas nécessairement besoin de services en français parce qu'ils sont tous bilingues de toute façon et facilement aptes à comprendre l'anglais et donc à recevoir des services en anglais. Alors, il y avait beaucoup de travail qui a dû être fait dans les organisations pour sensibiliser finalement les gens, les employés, ceux qui devaient s'impliquer, s'engager dans la mise en place des différentes initiatives. Il a fallu d'abord commencer par les sensibiliser à l'importance finalement du pourquoi il fallait améliorer faire de la facture de services en français dans leur organisation. Alors, nous avons ici là, des petites citations que nous avons retirées finalement de nos entrevues avec les gestionnaires qui ont participé. Alors, par exemple, il y en a une qui dit, bon, vous allez excuser mon accent du Saguenay là, lorsque je parle en anglais. Alors, why do we want to serve all these people and put all our resources for this only? Like, I don't know, 12% of the population? That doesn't make sense. But when that 12% of the population turns into 5,500 people, that makes more sense. That to me drive the message home better than 20%, than 12%. Alors ça, c'est le genre finalement de commentaires qui nous ont été partagés pour nous dire, ben, finalement, comment on a réussi à l'intérieur de l'organisation à faire la démonstration que la communauté francophone, même si en termes de pourcentage n'était pas si nombreux, lorsqu'on le traduisait en termes de nombre d'individus, ben, ça faisait déjà un nombre d'individus beaucoup plus imposant. Et aussi, ben, rappeler aux gens que lire le français, c'est pas une langue finalement minoritaire comme les autres, c'est une langue minoritaire officielle. Et à ce titre, la francophonie a des droits. Et comme organisation de santé, on a on a des responsabilités à mettre en place des mesures pour améliorer l'offre de services en français pour que les francophones aient accès à un meilleur accès à des services de santé, des services sociaux dans leur langue. Pour vous donner un exemple, le réseau au Nouveau-Brunswick,
eux avaient décidé de tenir ce qu'ils appelaient des sessions de dialogue avec les employés avant d'entreprendre des changements, justement pour faire de la sensibilisation avec le personnel, mais aussi de l'écoute. Hein, parce qu'il y avait, comme disait Sébastien, il y avait plusieurs membres du personnel plutôt anglophones qui avaient peut-être certaines craintes, soit une crainte de perdre leur emploi s'ils n'étaient pas bilingues ou qu'est-ce qu'on va tous nous forcer à parler français maintenant. Donc, ils ont développé ces sessions-là justement pour ouvrir le dialogue et la discussion et de créer des alliances ensemble. Donc, dans la première, en fait, je vais vous lire la deuxième, je pense que c'est important. Ben, la première aussi, donc, elle nous dit que les personnes trouvaient que les conseillers aux langues officielles qui sont sur place au réseau, on les voyait un peu comme the language police. Hein, on les voyait arriver et on disait, ah non, ils vont encore nous parler de français puis nous forcer à faire des choses en français. Tandis qu'à mesure ils ont créé les sessions de dialogue, ben là, les alliances ont été un peu plus fortes puis ils ont mieux compris c'est quoi le rôle des conseillers aux langues officielles puis que c'était pas pour forcer tout le monde au niveau du français, mais qui était vraiment là pour aider. Donc là, une des personnes en entrevue, elle a dit, When they attended the dialogue sessions, staff would say, Oh, this isn't at all what we thought it was going to be. We thought you were going to ram French down our throat. And I said, No, no, I'm not here to do that. I'm here to have a conversation. Take back your comments. Donc ça l'a apaisé beaucoup les gens de savoir qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait de l'écoute et que tout le monde était là pour être compris et travailler ensemble. Au niveau de la création d'alliances, ici, j'ai un exemple de la personne au Manitoba qui me disait, Well, just connecting with the right people, asking, first some ideas or presenting ideas about how we thought the implementation can go. They would offer their suggestion, we came up with a plan, and then we do it. Donc, lui, il me disait que déjà au prime abord, d'avoir parlé avec les personnes clés de son organisation dès le début avait beaucoup aidé leur processus. Au niveau de l'évaluation des besoins, identification des priorités, alors, les organisations, finalement, qui ont participé, nous ont dit à quel point, finalement, avoir procédé à une démarche d'évaluation des besoins et d'identification des priorités, vraiment formalisée à l'aide des outils que nous leur avons suggérés, leur a vraiment favoriser, faciliter l'identification justement de ces priorités-là, à aider à identifier quelles seraient les mesures dans leur organisation qui permettraient d'améliorer, d'avoir un certain impact sur l'accès aux services en français dans leur organisation, mais également leur permettrait d'identifier des mesures qui respecteraient aussi leur capacité organisationnelle, parce qu'évidemment, les ressources pour mettre en place des services pour améliorer l'accès aux services en français étaient quand même assez limitées. Donc, à cet égard, on se devait de réfléchir, identifier des priorités qui étaient réalistes, qui étaient faisables, réalisables dans le contexte organisationnel qui était le leur, dans un contexte où les ressources sont de plus en plus rares, où les pressions financières sur les organisations sont de plus en plus intenses. Alors, il fallait que c'était un élément à prendre en considération lorsque venait le moment d'identifier des stratégies et des initiatives qui pourraient être implantées dans leur milieu. Donc, si vous voyez que finalement les différentes finalement les priorités qui ont été dégagées dans les trois organisations qui ont participé finalement à notre recherche. Alors, ça allait de l'amélioration finalement de l'affichage. Je ne vais pas toutes les nommer, ça prendrait trop de temps, mais ça allait vraiment de l'amélioration de l'affichage en passant par finalement l'amélioration de l'identification du personnel bilingue, l'amélioration de l'identification de la clientèle francophone, traduire le site web, traduire des documents pertinents comme par exemple toutes les consignes préopératoires. Alors, voilà, ça c'est vraiment de ce genre d'initiatives finalement qui ont été imaginées. On voit que c'était surtout des initiatives de petite envergure qui étaient facilement implantables et non pas des mesures finalement qui allaient nécessiter l'investissement de ressources et un engagement trop intense, trop important du personnel.
Donc, pour faire suite à ce que Sébastien disait au niveau des initiatives de petites envergures, mais justement au niveau des ressources financières, ça pouvait devenir vite un défi là, si l'organisation n'avait pas suffisamment de ressources financières pour implanter de plus grandes initiatives, ben là, ils étaient bloqués. Hein. Donc, au Manitoba, justement, le gestionnaire que j'ai interviewé, il a noté ça. Il a dit, ben, les initiatives de petites envergures qu'on voulait entreprendre, comme par exemple créer les épinglettes Hello Bonjour pour le personnel, qui exigeaient peu de coûts, hein, bien, il était plus facile à implanter. Tandis que les initiatives de plus grande envergure, comme de leur côté, ils voulaient changer un peu l'affichage au niveau de l'organisation pour que ce soit tout bilingue, ben, même à la fin du projet, ils ne s'étaient pas encore rendus parce que c'était bloqué au niveau des ressources financières. Ensuite, au niveau du soutien de la haute direction, ben, on voit aussi l'importance là, ici, parce qu'un gestionnaire, justement, disait que la directrice générale de l'organisation était bilingue et elle était engagée pour les services en français. Donc, c'est vraiment ça qui a permis à l'équipe d'avancer dans leur projet d'améliorer les services en français. Donc, cette personne-là disait, Oh, I believe that the site and the CEO particularly, she's also bilingual and she's still committed to wanting to be a French beacon, really, for the south part of the city. We had just been doing this project and not had the site support. I can pretty much say that it probably wouldn't have gone as far as it did. Donc, déjà, il réalisait que s'il n'y avait pas eu l'appui de la DG, de la haute direction, il n'aurait peut-être pas avancé autant qu'ils l'ont fait là, au sein du projet. Un autre facteur important qu'a mentionné José un peu plus tôt en présentant le modèle de Siwang et collaborateurs, c'est la présence de politiques et de pratiques qui favorisent l'implantation. Alors évidemment, ici, quand on parle de politique et pratique, on peut passer immédiatement à la question de la présence de lois linguistiques qui donnent finalement des droits à la communauté francophone minoritaire pour un certain accès à des services de santé et des services sociaux lorsque le nombre le justifie. Donc, la présence de ces lois linguistiques, autant au Manitoba qu'en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, mettait une certaine pression quand même sur les gouvernements et donc pour ce faire sur les établissements de santé pour que ces derniers améliorent l'accès aux services en français parce qu'il y avait, il y a toujours il y a des gens qui sont là aussi à l'interne pour s'assurer d'un certain respect. Il y a il y a des lois linguistiques. Il y a des groupes aussi de francophones, des associations de francophones dans ces provinces-là qui sont là pour mettre de la pression sur les gouvernements et sur les établissements pour qu'on améliore les services en français. Alors, ça faisait une différence. Les gens nous le disaient qu'il y avait une pression à l'interne pour faire quelque chose pour améliorer les services en français et que cette pression découlait de la présence finalement, de ces lois linguistiques. Des politiques aussi, il y a des politiques et des pratiques qui ont vraiment favorisé l'implantation et à cet égard, là, on peut vraiment penser à tout le programme qui a été développé au Nouveau-Brunswick là, pour vraiment qui visait, parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une loi qui impose à chacun des établissements à offrir des services et des soins en santé et en services sociaux dans les deux langues officielles. Et ils ont observé, eux, que finalement, malgré la présence de cette loi-là, il y avait encore beaucoup d'établissements, surtout dans le réseau Horizon, qui est un réseau qui a été construit et qui est mis en place surtout pour répondre aux besoins en termes d'accès à des services pour la majorité anglophone. Et on se réalisait que les établissements dans ce réseau-là, souvent, tiraient un peu de la patte, tiraient un peu de l'arrière lorsqu'il venait le temps d'implanter mettre en place des mesures d'offres actives pour les services les services en français. Alors, ils ont décidé vraiment de mettre le paquet puis mettre des ressources pour finalement travailler pour améliorer la situation. Et dans le cadre de ce travail-là, finalement, ils ont développé vraiment un programme, une politique pour soutenir et appuyer les organisations qui désiraient finalement améliorer l'offre de services sociaux et de santé, l'offre active de services sociaux et de santé pour pour leur communauté francophone.
Alors, toutes les démarches, justement, là, des sessions de dialogue beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres ressources et outils ont été mis à la disposition de ces établissements-là. Et donc, ça a vraiment favorisé une amélioration notoire, finalement, de l'offre active de services dans les établissements qui étaient sous l'égide, finalement, sous la responsabilité du réseau Horizon. Donc, on a pu voir à quel point la présence de politiques, de pratiques, vraiment qui mettait l'emphase et qui avait comme objectif premier d'appuyer l'implantation de mesures visant l'amélioration des services en français pour avoir une efficacité et une influence certaine. Le climat d'implantation aussi est un facteur qui s'est avéré extrêmement important. Alors, évidemment, dans les établissements où est-ce qu'on avait réussi vraiment à faire à amener un certain niveau de sensibilisation plus important sur l'offre de services, sur l'importance d'améliorer l'offre active de services en français dans l'organisation, bien, ça paraissait aussi, ça faisait en sorte qu'on était dans la présence d'un climat beaucoup plus favorable à la mise en place d'initiatives visant l'offre de services en français. Mais dans les établissements où est-ce que finalement ces efforts de sensibilisation avaient été moins efficaces, bien, on a pu observer que le climat était beaucoup moins favorable et qu'il y avait beaucoup plus de résistance pour des raisons un peu mentionnées tout à l'heure par José. Les gens voyaient un peu l'amélioration des services en français comme étant une menace pour eux s'ils ne maîtrisent pas la langue française. Alors, ça peut être observé, mais aussi il y avait une certaine indifférence. Je dirais que je dirais l'élément caractéristique finalement du climat le plus souvent observé, c'est une certaine forme d'indifférence envers le français. Les gens ne voyaient pas vraiment la encore une fois, d'investir le temps et l'énergie pour améliorer l'offre active de services en français. Alors ici, peut-être une citation qui témoigne de ça. I don't think anyone's really opposed to it. I just think if you're not really involved in French language services, you just don't necessarily feel like you need to be at all responsible for any of that work. Alors, c'est vraiment une genre de citation qui montre, c'était quoi, souvent l'attitude des employés versus le français et la nécessité d'améliorer l'offre de services en français. On se rend à la disponibilité des ressources humaines, hein. Bon, c'est un défi pour les organisations qui n'ont pas de personnel dédié à cet effet de prioriser les services en français. Donc, par exemple, là, une gestionnaire ici me disait, ben, we don't have a sort of on-site designated French resources or a team of French people designed specifically to work on this stuff. It just easily gets bumped by other things, unfortunately. They should probably try to identify some key champions for French language. Donc, on peut penser en exemple au Nouveau-Brunswick qui, eux, avaient des conseillers des langues officielles qui sont là, temps plein. C'est ça leur travail. Mais ce n'est pas toutes les organisations qui ont ça. Puis ici, en Ontario, Manitoba, c'est un hôpital, mais en Ontario, c'est un petit centre communautaire, là. Il n'y avait pas accès à des personnes dédiées aux services en français. Donc, ça tombait souvent en bas de la liste des priorités, malheureusement. Ce qui serait intéressant de mentionner, par exemple, c'est que le Centre communautaire de l'Ontario, même si c'était un petit centre avec un petit nombre d'employés, ils ont quand même pris l'initiative de se créer un comité de services en français. Ils sont allés chercher des gens de la communauté avec une ou deux personnes de l'organisation qui se rencontraient au début, en tout cas, environ une fois par mois, vraiment pour aider à faire avancer le dossier des services en français. Donc ça a été une initiative là, qui a été très efficace pour eux. Bon, au niveau de la disponibilité des ressources humaines bilingues en général, comme vous savez, là, je pense que c'est un défi pour toutes les organisations. Déjà, depuis pandémie, c'est un défi d'avoir du personnel, point. Donc, essayons maintenant d'avoir du personnel bilingue là, en nombre suffisant. C'est un défi qui a été mentionné par tout le monde, là. Donc, l'exemple ici, le gestionnaire, il dit We try to recruit staff, but every posting that goes up almost is bilingual required, but we're just not getting the applicants.
Donc, ils annoncent des postes, la plupart des affichages, c'est pour des postes bilingues, mais ils n'ont pas toujours le personnel ou les personnes bilingues qui appliquent pour ces postes. Donc, ça tombe hors de leur contrôle, là. Au niveau de l'efficacité de l'implantation, alors malgré le fait là, que c'était le niveau des différents facteurs qui peuvent influencer le succès de l'implantation de nouvelles initiatives, de nouveaux projets visant l'amélioration de l'accès aux services en français, même si ce n'était pas parfait au niveau du respect de ces différents facteurs-là dans les différentes organisations, quand même, lorsqu'on a rencontré finalement les différents gestionnaires qui ont participé à notre recherche, leur a demandé est-ce que vous êtes satisfait finalement des résultats de votre démarche d'implantation de nouvelles initiatives? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été quand même, vous avez atteint jusqu'à un certain point les différents objectifs que vous avez fixés? La plupart nous ont dit que oui, ils ont vraiment fait un bilan plutôt positif de leur expérience et ils ont eu l'impression finalement qu'il y a eu une certaine amélioration de l'accès aux services en français dans leur organisation, à la hauteur évidemment des investissements qui ont pu être monopolisés pour ce faire. Donc, ce qu'ils ont dit qui avait été facilitant finalement, pourquoi? Qu'est-ce qui ont été les facteurs? Bien, pour eux, finalement, le fait que, encore une fois, que c'était des actions de petite envergure, ça l'a beaucoup aidé. Le fait qu'on vise vraiment à implanter des petits changements qui sont réalistes et réalisables, a aidé finalement autant à convaincre la haute direction de s'investir dans les projets que de convaincre aussi les employés de s'impliquer parce que ce qu'on demandait aux employés finalement, ce n'était pas un changement drastique dans leurs habitudes de travail, mais plutôt des petits aménagements qui étaient plutôt plus faciles à mettre en œuvre finalement. Ce qui a été beaucoup utile, selon eux aussi, c'est tout le travail d'accompagnement qui a été offert par l'équipe de recherche, là, par le GREFOPS, en les rencontrant régulièrement pour faire un suivi avec eux, en leur donnant accès à des outils, finalement, autant pour identifier les priorités que pour faire le suivi de l'implantation de leur projet que finalement, en leur donnant accès aussi à des expériences qui avaient été réalisées dans d'autres organisations, parfois et souvent dans d'autres provinces. Tout ça a vraiment été un soutien très apprécié par les organisations, par les gestionnaires, selon leurs propres témoignages. Eux aussi, l'impact de la sensibilisation, ils ont pu voir, là, surtout au Nouveau-Brunswick, où il y a eu énormément d'efforts qui ont été consentis à cet égard. Ils ont pu voir à quel point la sensibilisation avant d'implanter, finalement, des nouvelles initiatives, ça peut vraiment être soutenant et un facteur extrêmement avec beaucoup d'impact finalement sur les résultats attendus. Et l'efficacité de l'innovation, à savoir, est-ce que finalement ce projet-là, les effets de ces projets-là ont perduré dans le temps finalement? Est-ce que on peut observer dans la communauté finalement des changements notoires en termes d'accès aux services en français? Bon, d'abord, les gestionnaires nous ont dit qu'ils cherchent des façons de maintenir la durabilité des initiatives. Donc, ils cherchent à avoir les ressources pour s'assurer que ce qui avait été implanté au moment du projet de recherche perdure encore aujourd'hui. Mais évidemment, toute cette question-là doit être étudiée plus en profondeur. Il faudrait revenir un peu plus tard pour voir dans quelle mesure c'est toujours présent, les projets qui ont été mis en place. Mais surtout, il serait important finalement de consulter les usagers francophones de ces services-là pour voir est-ce qu'eux, ils ont observé une réelle amélioration de l'accès à l'offre active de services sociaux et de santé dans les établissements qui ont été visés par les projets. Est-ce qu'eux-mêmes peuvent témoigner de ça ou c'est seulement les gestionnaires qui peuvent le faire? Alors ça sera un élément important à aller vérifier pour vraiment se positionner sur l'efficacité de l'innovation qu'on a voulu implanter dans le milieu. Donc, pour ramasser tout ça, on peut voir que les résultats du projet laissent entendre qu'une forte sensibilisation à l'importance des services en français, d'abord, le soutien de la haute direction, puis idéalement d'une équipe des langues officielles ou une équipe qui s'occupe de faire avancer les initiatives sur les services en français, des alliances fortes avec des personnes clés dans le milieu, dans l'organisation,
la disponibilité des ressources financières et des ressources matérielles et idéalement l'appui des lois aussi de politiques sur les services en français favoriserait des attitudes positives vers de futurs changements. En discussion conclusion, finalement, bon, comme on l'a mentionné à quelques reprises, le fait qu'on visait finalement que le changement visé prenait la forme d'initiatives de petite envergure à favoriser le succès là, des projets implantés. Mais si on regarde les pistes de réflexion qu'on peut finalement qui se dégagent de cette expérience-là, ben, on peut se poser d'abord la question, est-ce que les facteurs qui ont facilité finalement la réussite de ces projets-là auraient été la même, et de même que les obstacles, si on s'était attaqué à des projets de plus grande envergure, des projets vraiment là, qui auraient vraiment pu avoir une incidence réelle, une incidence majeure, qui aurait nécessité des investissements importants et des changements aussi conséquents dans les façons de faire de ces établissements-là pour vraiment avoir une influence mesurable sur l'accès aux services en français. Est-ce que ça aurait été les mêmes facteurs qui auraient été ressortis pour ce genre d'initiative-là versus de petites initiatives telles que celles qui étaient implantées dans les projets étudiés? Ça, c'est d'abord une première question qu'on doit se poser. Est-ce que ce sont les mêmes facteurs qui jouent lorsque ce sont des changements importants que l'on vise? Aussi, est-ce que ces initiatives améliorent réellement l'accès aux services en français et leur qualité? Hein? Donc, ça, c'est un autre élément qui ressort. Ça, comme on l'a mentionné, c'est vraiment en allant sonder les usagers de ces services-là qu'on aurait pu avoir cette information-là. Est-ce que l'implantation des services en français par et pour les francophones devrait être davantage valorisée? Ça, c'est un élément qu'on a observé dans plusieurs de nos recherches. C'est que nécessairement, lorsque justement, ce sont des organisations qui sont dirigées par des francophones pour offrir des services aux francophones de leur communauté, on voit un niveau de mobilisation, de motivation, d'engagement et de réussite aussi des projets beaucoup plus important. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas essayer finalement de davantage mousser la nécessité de confier la responsabilité de l'amélioration des services en français à des francophones, que ce soit à des organisations ou à des groupes à l'intérieur à des sous-groupes à l'intérieur des équipes de francophones à l'intérieur des établissements. Si on pouvait le confier à ces organisations-là, à ces sous-groupes-là, la responsabilité de l'implantation, aurait-on de meilleurs, finalement, résultats? C'est une question qu'on se pose, mais si finalement, le passé est garant de l'avenir, on peut penser que ça pourrait être une voie de solution, finalement, pour améliorer l'offre de façon importante et de façon notoire l'accès aux services en français dans les communautés, ou est-ce que même dans les communautés où est-ce qu'ils sont, la densité de francophones est plus petite, ça serait important de vérifier s'il n'y aurait pas possibilité, même dans ces milieux-là, de trouver une façon finalement, de valoriser les approches par et euh, pour, euh, pour améliorer l'accès aux services en français dans les communautés francophones. L'implantation de nouveaux services en français doit prendre en considération l'évolution également sociodémographique de la nouvelle francophonie et les besoins des francophones issus de l'immigration. La francophonie, elle change de visage, elle est différente de ce qu'elle était il y a encore 20 ou 30 ans. De plus en plus, l'avenir de la francophonie au Canada, en contexte minoritaire, repose sur l'immigration francophone, mais cette communauté, finalement, cette nouvelle communauté francophone, en changeant de visage, il est fort à parier qu'elle change aussi au niveau de ses besoins. Et ce serait certainement important de voir dans quelle mesure, finalement, les besoins évoluent et est-ce que les organisations qui offrent des services en français, finalement, sont en mesure, finalement, d'actualiser également leur offre de services pour répondre à ces nouveaux besoins-là. À cet égard, on pense que le concept de sécurisation culturelle, où les gens, finalement, issus de l'immigration ont besoin d'avoir des services, non pas seulement uniquement en français, mais des services qui sont offerts aussi de façon à ce que ce soit davantage en cohérence avec leur propre code culturel. Et finalement, dernier point qu'on aime amener, c'est la question de la francophonie, des jeunes francophones. Moi, comme professeur,
à l'Université d'Ottawa dans un programme finalement en français. Ce que je peux observer, c'est à quel point finalement les jeunes semblent de moins en moins finalement attacher leur identité de francophone. De plus en plus s'identifient eux-mêmes comme étant bilingues davantage que francophones. Alors, à cet égard, si les gens, justement, les jeunes générations de francophones s'identifient de moins en moins comme étant appartenant à la communauté francophone, dans quelle mesure on peut penser que ces jeunes-là, qui ont une maîtrise de l'anglais souvent équivalente à la langue française, vont faire pression pour avoir accès à des services en français lorsque même ils vont en avoir davantage de besoin lorsqu'ils vont vieillir? C'est une question que nous, on se pose. Dans quelle mesure, finalement, les nouvelles générations vont poursuivre le combat pour l'amélioration de l'accès à des services en français si eux-mêmes se perçoivent davantage comme bilingues que comme étant appartenant à la communauté francophone? Voilà, ça fait partie des différents éléments qu'on voulait apporter en discussion, conclusion. Alors, merci. Merci à tout le monde pour votre présence, puis votre écoute. Alors, nous demeurons présents, là, disponibles là, pour répondre à vos questions et commentaires sur finalement le présentateur des résultats de cette recherche. Merci Sébastien, merci José pour cette présentation très complète. Alors sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Nous en avons une donc de Monsieur Alan Katz qui nous demande quelle est l'efficacité des lois et des politiques en matière de droit linguistique dans les trois provinces étudiées. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Nous, ce qu'on a pu observer, c'est que la pression qui est mise sur les organisations en vertu de ces lois-là, elle est réelle. Que les établissements, les gestionnaires nous le disent, qu'ils sentent à quelque part qu'il y a une pression politique qui est menée sur eux pour améliorer l'accès aux services en français à leur communauté francophone. Cependant, cette pression est quand même à certaines limites quand même, à savoir c'est pas des lois qui ont beaucoup, ce sont pas des lois qui ont beaucoup de dents, hein, c'est beaucoup de mordants. Donc, les établissements qui ne respectent pas la loi ne vont pas nécessairement subir des effets, des conséquences directes extrêmement importantes. Là. Il n'y aura pas de perte de financement, il y aura pas, c'est rare que ça va sortir dans les journaux, des trucs comme ça. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un gestionnaire se retrouve dans une situation où est-ce que finalement il doit investir des ressources pour euh, par exemple, pour répondre à différentes demandes qui viennent du milieu, ben c'est pas nécessaire, étant donné que la pression qui est mise par la présence de lois linguistiques est quand même assez mesurée, ça fait en sorte que parfois, ces gestionnaires-là vont décider d'investir leurs ressources pour répondre à un autre besoin que les besoins prioritaires des francophones, parce que justement, le fait de ne pas respecter les lois linguistiques n'a pas nécessairement de conséquences majeures pour leur organisation et leur établissement. Merci beaucoup Sébastien. Alors toujours de Monsieur Katz, est-ce que cette évaluation a-t-elle été effectuée de manière indépendante? De manière indépendante, ben oui, parce que nous, on était, finalement, on ne faisait pas partie de l'équipe des établissements. On est une équipe de chercheurs indépendants on n'avait pas vraiment aucun, pour nous, on n'avait aucun avantage lorsque l'implantation soit un succès ou un échec, hein, parce que ce n'était pas un modèle d'implantation que nous, on valorisait. Nous, ce qu'on voulait, c'était appuyer finalement des établissements des gestionnaires pour implanter des nouvelles initiatives dans leur milieu, pour un peu documenter quels sont les facteurs qui ont une influence positive ou négative sur le succès de l'implantation de l'initiative. Donc, un échec avait autant de valeur pédagogique pour nous qu'un succès. Alors, on n'avait pas nécessairement d'avantage de ce que ce soit de faire ressortir uniquement les éléments positifs ou les succès des démarches, parce que ce n'est pas un modèle que nous, on valorise. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir lorsqu'un établissement un gestionnaire veut implanter des nouvelles initiatives dans leur milieu, quelle est leur expérience, qu'est-ce qui peut les aider, quels sont les obstacles qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils vont vouloir se faire, mais on n'avait pas finalement aucun avantage à ce que
l'implantation soit un succès ou non. Donc, moi, je considère qu'on est vraiment une équipe indépendante. Alors, c'est comme c'est nous, comme équipe de recherche, qui a fait l'évaluation de l'implantation. On peut dire que oui, l'évaluation de l'implantation a été réalisée de façon indépendante. Encore merci. Donc, je vois pas encore d'autres questions, mais j'en ai une, moi. OK. Euh, Comment envisagez-vous la pérennisation et l'amélioration de ces initiatives à long terme? Autrement dit, comment promouvoir ces outils pour inciter donc à leur utilisation par davantage donc d'organismes? Bien, évidemment, nous, ce qu'on pense, c'est pour les initiatives spécifiques là, qui ont été implantées là, dans les différents établissements ou organisations qui ont participé à notre recherche. Évidemment, ça dépend, c'est une volonté des organisations elles-mêmes qui va déterminer si oui ou non, sur le long terme, ça va demeurer. Alors, si l'intérêt, la préoccupation, la volonté vraiment d'améliorer l'accès aux services en français pour leur communauté, leurs usagers francophones demeure. Alors oui, on pense qu'il va y avoir une certaine pérennité là, des initiatives, mais ça demeure vraiment, ça dépend à quel point il y a une pression autant à l'interne de l'organisation que de la communauté francophone pour que cette volonté d'améliorer l'accès aux services soit observable dans l'organisation demeure. Donc, ça prend une implication de tout le monde là-dedans, autant de l'organisation elle-même que de la communauté francophone qui l'entoure, pour que les établissements voient finalement une certaine forme que c'est dans leur intérêt de maintenir finalement les initiatives qui ont été implantées. Pour ce qui est dans d'autres organisations, dans d'autres milieux, dans d'autres communautés, ben nous, on espère finalement qu'en diffusant les résultats de notre recherche sur quels sont les facteurs qui favorisent et quels sont les obstacles finalement qui confrontent les établissements qui veulent implanter de nouvelles initiatives visant l'amélioration de l'accès aux services en français, ben on espère que les organisations vont pouvoir profiter un petit peu de l'expérience qui a vécue par ces autres établissements pour nourrir leur propre démarche visant à l'implantation d'initiatives dans leur propre organisation. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Si tu me Pardon, permets, oui, Sébastien, bien sûr, j'aurais juste bien sûr. ajouté Oui, la oui. question de sensibilisation à ça. Tu sais, parce que si la Oui. sensibilisation a été bien faite au début puis qu'elle est forte, que les gens y croient, finalement, de ce qui implante, ben, je pense qu'il y a plus de chances que ça reste que, mettons, bon, on participe parce que, bon, c'est un projet de recherche, puis on nous demande de participer, puis qu'on le fait, puis parce que c'est un projet, puis c'est tout, mais qu'après ça, ça tombe dans les cracks. Là, c'est différent. Mais s'il y a vraiment une bonne sensibilisation qui est faite au début pour vraiment y croire à l'importance de ces initiatives-là, il y a plus de chances que ça reste, je crois. J'ose espérer. Oui, c'est un bon point. Nous, on a pu le voir aussi quand on a changé un petit peu notre discours. Au départ, lorsqu'on intervenait avec des gestionnaires, on mettait beaucoup l'emphase sur les droits linguistiques hein, des Mm. francophones. On insistait beaucoup sur le fait que les francophones, c'est une communauté linguistique officielle. Ils ont le droit de recevoir des services dans leur langue. Et on voyait que lorsqu'on s'adressait à des gestionnaires anglophones, s'il y avait une certaine limite là, au niveau d'influence qu'on pouvait avoir ou de conscientisation qu'on pouvait générer auprès de cette- de ces intervenants-là. Alors que lorsqu'on a commencé à parler davantage de sécurité des soins, puis de dire à quel point l'accès aux services en français peut avoir une influence sur la sécurité des soins, sur la santé et la sécurité des populations, là, on a senti on abordait la question à partir d'un discours qui les rejoignait beaucoup plus, davantage. Alors ça aussi, on a pu le voir, la sensibilisation, parfois, faut adopter des stratégies différentes pour atteindre nos objectifs, pour faire réussir à influencer la façon dont les gens vont percevoir et comprendre le problème et le besoin. Encore merci Sébastien et José. Alors, une autre question de Madame Solange Van Kemenat, qui dit très intéressant, pardon, présentation, merci. Vous avez nommé des alliances pour créer un environnement favorable. J'aimerais savoir, enfin, en savoir un peu plus, avec qui et quelles organisations ont été priorisées. Euh, José, as-tu... Ben, au niveau des alliances, là, du moins avec les gestionnaires qu'on a interviewés, c'était vraiment plus au sein de leurs organisations, là. Les gestionnaires qu'on avait interpellés là, pour participer au projet ou qui avaient manifesté un intérêt de le faire,
sont allés eux-mêmes. Il y en a un qui m'a dit, ben moi, je suis allé parler ensuite au gestionnaire de tel département et je suis allé parler à celui de tel département ou je suis allé parler à ma haute direction. Puis c'est comme ça qu'ils ont créé des alliances pour qu'ils puissent avancer. Donc, eux, c'était vraiment, ben, du moins au niveau du Manitoba, là, je parle, c'était beaucoup au niveau de l'organisation comme telle. Mais si on pense, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du Centre communautaire de l'Ontario, ils sont sortis de l'organisation, ils sont allés chercher des gens de la communauté. Donc, eux, ça a été un franc succès de dire, regarde, on n'a pas les ressources, là, nous, en ce moment, pour faire avancer les dossiers de la francophonie. On est 5, 6 employés, c'était une petite organisation, mais ils étaient vraiment voulants de le faire parce qu'il y avait quand même une certaine population francophone. Donc, tu sais, ils ont fait des remue-ménages ensemble, ils ont dit comment qu'on peut bien y arriver quand on a toujours d'autres priorités. Donc, c'est là où est venue l'idée d'aller chercher des gens de la communauté qui sont prêts à aider, tu sais, des gens en traduction ou des gens, peu importe, et qui ont créé ce comité-là, qui a permis de faire avancer leurs initiatives. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont réalisé leurs actions. Donc, eux, c'est de cette façon-là là, qu'ils sont allés créer des alliances avec des gens de la communauté. Donc, ça dépendait vraiment des cas là, de chaque organisation, comment ils allaient faire pour créer les alliances, là. Je ne sais pas si ça répond à la question, là. Je ne vois pas de réaction de Solange, donc je suppose que oui. Alors, malheureusement, le temps nous fait un peu défaut, donc, mais on va prendre quand même encore une autre question. Alors, Madame Bianca Nugent, j'espère que je prononce bien votre nom, sachant que les établissements ont déjà des enjeux d'accessibilité à leurs services généraux dans la langue majoritaire, avez-vous observé des variations dans leur capacité et à leur adhésion à répondre aux besoins des francophones? Oui, 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 absolument. Puis c'est de plus en plus le cas. Puis nous, c'est un facteur qui nous préoccupe de plus en plus, je dirais également au GrefOps, à savoir dans le contexte actuel où est-ce que répondre aux besoins de la majorité est un enjeu important dans la très grande majorité, sinon la totalité des établissements de santé partout au Canada. Alors évidemment, lorsqu'on arrive pour dire à ces gestionnaires-là qui sont débordés, qui sont confrontés à des enjeux extrêmement importants d'accès à, à leurs services de base qui sont considérés comme étant des services auxquels la population a le droit en général, lorsqu'on arrive, on leur dit, hey, il faudrait aussi que vous vous préoccupiez de l'accès aux services pour votre minorité francophone qui constitue 5, 6, 7, 8 10 au mieux de leur communauté, de leur population. Alors, c'est sûr que la réponse, je dirais, la réaction est souvent assez tiède, je dirais. Heureusement qu'il y a les lois linguistiques, comme je le disais tout à l'heure, qui font en sorte que malgré ce contexte-là, ils ont une certaine obligation, une certaine pression de s'y intéresser et de s'en préoccuper. Mais encore une fois, c'est une pression parmi tant d'autres, hein. Alors, s'il y a oui, il y a une pression, mais il y a aussi une pression importante et encore plus importante qui vient de la majorité anglophone pour un accès à des services de base. Alors, si l'accès à ces services de base-là est compromis, alors nécessairement, là, le niveau de préoccupation des établissements pour répondre aux besoins des francophones va être moindre. Et oui, on a pu l'observer et on pense que le contexte actuel est vraiment pas favorable à l'implantation de services en français du fait de cette contingence finalement de crise qui est vécue par l'ensemble des établissements de santé et de services sociaux au pays, là. Merci Sébastien. Je ne vois plus vraiment de questions dans le chat. Donc, écoutez, donc, merci encore pour votre présence, Sébastien et José. C'était vraiment très intéressant, très, très complet.